Bonsoir à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver donc pour la suite du cycle donc consacré aux grands classiques de la Hammer. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver et de vous parler de choses qui me tiennent particulièrement à cœur, en particulier l'histoire de cette célèbre firme à travers ses films, puisqu'on va évidemment évoquer la plupart des grands classiques de la Hammer, en tout cas jusqu'à temps que je parte au Festival de Gérardmer, c'est-à-dire à partir du 24 janvier jusqu'au 30. Et d'ici là, bien sûr, je tenais évidemment, comme je l'ai dit hier dans la précédente rubrique donc sur le premier film que je présentais, Le Cauchemar de Dracula, je vous présente donc des films donc qui ont compté dans l'histoire de la Hammer Film et qui pour moi, en tout cas à mes yeux, vraiment représentent vraiment l'image du studio, je dirais la diversité en tout cas des choix qu'ils ont pu faire en tout cas en termes d'épouvante gothique. Et ce soir j'ai choisi pour moi je dirais sans hésiter un des films pour moi les plus importants du célèbre studio. Mon coup de cœur, un coup de cœur vraiment magistral avec Dr. Jekyll and Sister Hyde et non pas Mr. Hyde. Oui, là est toute l'originalité de la diversité justement des sujets abordés par la Hammer. C'est qu'ils ont été toujours capables, après justement déjà avoir traité le thème du Dr. Jekyll et de son double maléfique, donc de traiter à nouveau, justement, différemment, encore une fois, de donner une approche nouvelle au roman original de Robert Louis Stevenson. Et avec Dr. Jekyll and Sister Hyde de Roy Ward Baker, tourné en 1971, plutôt sorti en 1971, on a le droit ici à une véritable, encore une fois, je l'ai dit, un véritable bijou, une perle noire qui vraiment représente un peu, je dirais, la quintessence pour moi, en tout cas, de ce que la Hammer a été capable de donner au cinéma de genre horrifique, en tout cas en termes d'originalité, de se renouveler justement. Ce qui n'est pas arrivé, bien sûr, vers la fin des années 70, puisque là, vraiment, le studio était en perdition au niveau de sa notoriété. Mais du fait qu'il n'y avait plus vraiment de grands réalisateurs qui signaient les films, c'était beaucoup plus classique, redondant, répétitif. Mais en tout cas, c'est pour ça que je reviens évidemment sur les plus grands classiques de la Hammer, et Dr. Jekyll et Sister Hyde en fait partie. Et donc hier j'ai traité un film de 1958, je voulais vous dire que pendant ce cycle, je traiterai évidemment de tout les périodes, peu importe, je ne vais pas faire ça chronologiquement, mais toutes les périodes en tout cas pour moi où il y a eu des films vraiment que je considère comme des grands classiques. Donc Dr. Jekyll et Sister Hyde, c'est vraiment pour moi une pierre angulaire de ce studio. Et pourquoi j'aime ce film ? Parce que évidemment il représente déjà encore une fois, je dirais, ce côté vraiment à part, déviant en tout cas, justement de ce que le studio a été capable de faire dans le genre horrifique, puisque là on va revenir donc sur l'histoire de ce Dr. Jekyll and Sister Hyde, signé qui comporte une musique absolument géniale de David Whittaker, avec deux interprètes vraiment excellents qui sont donc Ralph Bates et Martin Beswick, donc qui se retrouveront, je crois, dans d'autres films de la Hammer. En tout cas, Ralph Bates, c'est sûr. Faudrait que je vérifie pour Martin Beswick. Voilà, donc c'est un film de 97 minutes, donc qui va revenir, en fait, si vous voulez, pour vous situer un peu l'histoire, on est à Londres, à l'époque victorienne, évidemment. L'époque, c'est important. Donc, l'époque victorienne, c'est aussi l'époque de Jack l'Éventreur. Et d'ailleurs, il y aura des films aussi sur Jack l'Éventreur. On y reviendra. Le Dr. Jekyll donc, tente de créer un élixir d'immortalité en utilisant des hormones féminines prélevées sur des cadavres frais. Mais dès qu'il boit le sérum, donc, le docteur se transforme en une femme aussi séduisante que démoniaque, Mrs. Hyde. Subversif, novateur et élégant, donc ce film est considéré comme une dernière des grandes réussites artistiques de la Hammer. Et quand je vous disais hier que le plus important chez la Hammer, c'est souvent le côté artistique, c'est que justement, tout est fait encore une fois pour que on puisse vous mettre dans l'ambiance, pour que ça fonctionne. Je vais vous mettre tout de suite derrière les images, pour que vous voyez justement ce côté, ce qui fait l'ambiance du film. Alors, on est, comme je l'ai dit, avec Dr. Jekyll et Sister Hyde. On est dans un film, donc, encore une fois, donc, qui se situe donc, dans une ambiance très
feutré au niveau des images. On est dans une ambiance un peu, vous voyez, donc de ce Londres victorien avec évidemment tout ce que ça comporte dans les ruelles, ce brouillard encore une fois qui est présent, omniprésent dans les ruelles, avec justement l'intervention de personnes qui vont cogiter un peu, je dirais, autour du Dr Jekyll, des personnages donc qui vont connaître les travaux du docteur, mais qui ne savent pas exactement ce qu'il fait pour la science. Donc c'est un film absolument magistral parce que, encore une fois, ici, c'est une véritable pépite, je dirais, d'épouvante, parce que le postulat est hyper original et je le trouve, encore une fois, terriblement efficace, parce que il s'agit de mélanger en fait des histoires, vous voyez, de Dr Jekyll et de Jack l'Éventreur à la fois, parce qu'il y a vraiment, ça se situe dans les quartiers de Londres, hein, et donc il y a des meurtres évidemment qui font penser dans le quartier, eh bien, au meurtre de Jack l'Éventreur. Sauf que là, évidemment, c'est lié donc à l'alter ego maléfique de Dr Jekyll, qui donc a créé un sérum à partir d'hormones féminines et donc se retrouve avec un double féminin. Double féminin joué par une Martine Beswick absolument habitée par le personnage, qui est vraiment, je dirais, pour moi, le personnage clé du film, évidemment, par sa prestance, par sa façon d'interpréter, je dirais, l'héroïne maléfique de ce Dr Jekyll and Mr Hyde. Il ne faut pas oublier aussi Ralph Bates, hein, qui est quand même celui qui lui donne la réplique, qui est quand même un acteur, je dirais, qui a beaucoup tourné, bien sûr, en Angleterre, notamment dans d'autres rôles que ceux de la Hammer Film. C'est quelqu'un qui a tourné dans beaucoup de films quand même de la Hammer, quelques-uns, mais qui a fait surtout beaucoup de télévision en fait à partir des années fin des années 60 jusqu'à milieu des années 80. Et Ralph Bates donc s'est illustré surtout dans des films sur lesquels je reviendrai, notamment Une messe pour Dracula, voilà, ou bien encore La soif du vampire, Evil Baby également, voilà, donc acteur vraiment de bonne facture, Ralph Bates. Et puis surtout je reviens également bien sûr sur la prestation de Martine Beswick, qui elle est une actrice donc britannique, hein, comme la plupart des acteurs qui ont tourné dans les films de la Hammer, ce sont des acteurs souvent britanniques, mais pas que. C'est une actrice qui est toujours en vie aujourd'hui, qui a 81 ans, Martine Beswick. Et donc, qui a fait, elle, pas mal de films. Elle a tourné dans un James Bond, dans Bon baiser de Russie, dans 2 James Bond d'ailleurs, dans Opération Tonnerre également, tous 2 réalisés par Terence Young. Elle a tourné notamment également dans La Reine du Mal, 6 heures d'Oliver Stone, sur lequel je ferai d'ailleurs sûrement une vidéo bientôt, dans Nuit sanglante, le film à sketch. Voilà, dans La Nuit de l'épouvantail, un film d'horreur. Elle a fait quelques films d'horreur quand même, et puis beaucoup de télévision également, voilà. Et mais un peu moins de cinéma que Ralph Bates, d'après mes sources. Mais voilà, donc le réalisateur, je voulais revenir quand même sur le réalisateur Roy Ward Baker. Alors lui qui est un réalisateur donc qui est mort à 93 ans, hein, même âge que Christopher Lee d'ailleurs, en 2010. Donc Roy Ward Baker, donc pareil, réalisateur qui a tourné dans beaucoup, qui a tourné pour beaucoup de films justement d'épouvante, pas spécialement de la Hammer, mais qui a quand même, je veux dire, son importance dans le studio, puisqu'il a quand même signé des véritables pépites, dont ce Dr Jekyll and Mr Hyde. Et puis j'ajouterai également que dans sa filmographie à ce réalisateur, faut pas oublier bien sûr d'autres films marquants dont je vous parlerai sans doute, tels que, alors attendez que je reprenne mes petites notes, tels que donc des films comme Les cicatrices de Dracula, qui n'est pas le meilleur film sur Dracula, voilà, comme il y avait également Alerte Satellite 02, film de SF, et puis également il avait signé l'excellent 7 vampires d'or de la Hammer Film, sur lequel je reviendrai sûrement pendant ce cycle. Voilà, donc, et puis surtout, j'allais oublier un film dont je vais parler pas plus tard que là, dans les jours qui viennent, qui est Les Monstres de l'espace, Quatermass and the Pit, tiré de la série Quatermass. Alors,
Roy Ward Baker donc à la réalisation donc s'en sort vraiment avec les honneurs puisque encore une fois le soin qui est apporté encore une fois ici comme je l'ai dit pour le cauchemar de Dracula donc à tout ce qui est décor, mise en scène donc interprétation image iconique en tout cas de l'épouvante à travers ce Londres victorien, à travers une ambiance pareille vraiment très stylisée dans les décors, notamment par exemple les intérieurs de la demeure de Henry Jekyll. Vous avez également donc son laboratoire et puis évidemment vous avez aussi donc, des personnages qui cogitent autour de Dr Jekyll mais ce sont vraiment des personnages secondaires puisque le plus important c'est vraiment je dirais le duo Ralph Bates Martin Bestwick qui compte vraiment dans ce film vraiment excellentissime que je recommande mais vraiment tout à fait cessante en tout cas parmi l'un des plus grands films de la Hammer pour moi. Vraiment, c'est un thème passionnant. Le fait d'avoir complètement, réactualisé, je dirais, l'histoire de Dr. Jekyll en lui donnant justement un double maléfique féminin, pour moi, apporte tout l'intérêt vraiment de cette histoire. Voilà, c'est pour ça que je l'élève vraiment au rang de film, de grand classique de la Hammer. Voilà, c'est... alors qu'au début des années 70, justement, le studio était plutôt en perte de vitesse par rapport à leur production. Puis donc il y a eu ce renouvellement, justement, de pouvoir, je dirais, parce qu'il y avait la concurrence en face avec des réalisateurs qui réinventaient aussi le film d'horreur, comme Roman Polanski, William Friedkin. Roman Polanski avec Rosemary Baby, le bal des vampires, etc. Ou dans les années 70, bien sûr, la sortie de l'Exorciste qui a été un succès énorme. Donc il fallait que le studio, donc, justement, soit capable aussi d'aborder des sujets peut-être moins classiques dans ce qu'il a abordé à l'écran. Et donc ici... ce qui est génial, c'est que donc Dr. Jekyll, etc. Et bien sûr, on y ajoute un zeste d'érotisme aussi, puisque le caractère féminin, justement, joué par Martin Bestwick, c'est une femme qui séduit. Alors c'est Mrs. Hyde, en fait, qui, elle, était une véritable aussi tueuse en série. Et vous allez voir que, donc, elle a une façon de parler, de traiter, justement... l'alter ego, je dirais, masculin, d'une certaine manière. Et ici, donc, ce qui est brillant, c'est vraiment, même si c'est une libre adaptation, je l'ai dit, du roman de Robert Louis Stevenson, qui est dû donc à un brillantissime scénariste qui s'appelle Brian Clements. Brian Clements, il est connu pour la série Chapeau melon et bottes de cuir, donc, et puis la série Angoisse aussi, qu'on appelle Thriller en France, qui était une véritable pépite. Voilà, donc on y ajoute une bonne dose de Jack l'Éventreur, avec aussi l'histoire de Burke et Hare, qui étaient donc ceux qui donc étaient, je dirais, les personnes qui, pour le docteur, je sais plus, oui, pour le docteur donc tuer, lui ramener des cadavres en fait, ou tuer carrément des gens pour que lui puisse donc étudier sur les cadavres. Donc il y a deux personnes qui ressemblent au fameux Burke et Hare du film Le Docteur et les Assassins, donc qui avait été réalisé par Freddy Francis, aussi un autre film de la Hammer qui est excellent. Et voilà, l'idée en tout cas de transformer le monstre d'origine, donc masculin en femme, pour moi, c'est ce qui relève vraiment dans le scénario des plus intéressants. Voilà, je dis toujours un soin apporté à la musique, donc David Whittaker, que vous pouvez entendre donc actuellement. Et voilà, c'est ce qui fait que vraiment, il y a une consonance dans ce film pour que tout fonctionne à merveille du point de vue justement de l'atmosphère, que le scénario soit un minimum en tout cas intéressant pour que le spectateur soit vraiment happé par l'histoire, donc avec des rebondissements, avec une fin vraiment magistrale, donc avec deux acteurs vraiment très très bons qui se donnent la réplique. Et puis, on retrouve bien sûr le style évident des films de la Hammer, avec un soin apporté au décor, à la réalisation, justement, à la direction d'acteurs, également sur les seconds rôles, voilà. Et surtout, on a vraiment quelque chose d'absolument génial. Vous voyez, la photo, par exemple, où on voit le grain de beauté, où chacun a le grain de beauté, puis cette image de l'affiche excellente, où on voit donc le double de Jekyll. En fait, on voit son côté masculin et féminin en même temps qu'une fois qu'il est transformé. Et je veux dire, vraiment,
il y a des scènes vraiment qui sont très atypiques dans le style Hammer film, c'est-à-dire qu'en fait on voit ici donc le fait que par exemple le mal qui envahit Mrs. Hyde peu à peu, à partir du moment où elle se sent de plus en plus, je dirais, même supérieure Dr. Jekyll, une fois qu'elle, qu'elle, qu'elle revêt en tout cas les moments où elle remplace le Dr. Jekyll. C'est des moments, donc particulièrement, c'est les scènes que je préfère en fait, c'est les scènes vraiment jouissives où elle apparaît à chaque fois, où elle est vraiment impériale en tant que, je dirais, dominatrice, une personne qui petit à petit va user de son influence, de sa séduction aussi, puisqu'il y a un côté séducteur, puisque là, la Mrs. Hyde, évidemment, c'est une femme, donc elle arrive justement à se jouer des hommes, je dirais, à les séduire pour justement devenir une tueuse en puissance, pour être celle qui incarne, je dirais, ce versant maléfique du Dr. Jekyll. Le Dr. Jekyll, lui, à un moment donné, est dépassé par les événements. Aussi, on sent bien la dualité, donc la confrontation entre le bien et le mal, mais c'est amené de manière subtile, intelligente, et puis on y croit. Encore une fois, on y croit. Et ces deux acteurs-là sont vraiment, je veux dire, très complémentaires, en tout cas dans leur jeu d'acteur, entre justement cette dualité du bien et du mal, et confère donc à ce Dr. Jekyll et Sister Hyde, pour moi, veut dire la quintessence de ce qu'encore une fois la Hammer était capable de faire quand il s'attaquait à des sujets beaucoup plus, je dirais, originaux, même inspirés d'œuvres littéraires très connues. Donc c'était aussi ça la force de la Hammer Film, c'était de pouvoir se renouveler et d'apporter vraiment une originalité à des thèmes déjà très connus, et de pouvoir leur insuffler justement une nouvelle orientation. Voilà, et donc Dr. Jekyll and Sister Hyde donc, se déroule souvent avec dans des, comment dire, la nuit, avec des nuits brumeuses bien sûr, pour donner cette atmosphère particulière qui ressemble bien sûr aux rues, les rues par exemple de Whitechapel où évolue Mrs. Hyde, font penser tout de suite bien sûr à un versant, je dirais, féminin de Jack l'Éventreur. Voilà, et donc il y a ce côté inquiétant, fascinant. C'est une intéressante variation sur le roman, justement, encore une fois, qu'avait déjà fait Le Cauchemar de Dracula par rapport à l'œuvre de Bram Stoker. Donc Roy Ward Baker est vraiment à l'aise, puisque je trouve qu'à la mise en scène, là, c'est pour moi son meilleur film qu'il ait pu faire pour la Hammer, puisqu'il réussit à mélanger justement de façon assez brillante dans sa mise en scène, justement, ces deux personnages, en leur conférant chacun, je veux dire, des scènes vraiment importantes, notamment une scène finale absolument géniale. Et je vais pas vous dévoiler quand même je vais pas spoiler, parce que c'est pas je préfère que pour des personnes qui voudraient découvrir les films de la Hammer, vous puissiez prendre le temps de vraiment découvrir par vous-même, en fait, je dirais, ces pépites d'épouvante, pour que vous les appréciez à leur juste valeur, et qu'elles, j'espère, vous laissent un souvenir mémorable comme pour moi. Et donc, ce que j'avais dit donc dans les films de la Hammer, c'est que surtout il y a toujours, au-delà d'un scénario bien écrit, d'une bonne direction d'acteur, quand c'était le cas bien sûr, puisque comme je dis, je reviens sur les films que moi j'ai adorés de la Hammer, qui sont pour moi des grands classiques, qui figurent parmi, même pour la critique et même une large partie du public, comme des films réussis de la Hammer. Donc vraiment, et c'est ce qui fait vraiment, comme je le dis, toute la force à chaque fois de savoir justement à chaque fois être soigneux sur l'esthétisme, donc le côté artistique de ces films, tout en appliquant un rythme parfois ici en tout cas un peu plus moderne, d'avoir une direction d'acteur quand même, travailler avec des acteurs qui sont habités par les personnages. Voilà, comme je dis, mise en scène très précise. Voilà, c'est vraiment pourtant c'est vraiment casse-gueule, parce que pourtant, ce que je voulais dire, c'est que c'est une idée, en fait, qui était risquée, de faire que l'homme devient femme et donc se transforme en monstre humain, donc qui va donc déverser son côté, je dirais, psychopathe. Voilà. Et donc, il y a quasiment dans ce film
aucun effet grotesque, hein, je dirais, pas d'effets spéciaux à part la scène finale. Donc il n'y a pas de scène de transformation. On voit simplement, je dirais, le passage de l'homme à la femme. Mais à part dans la scène finale où il y a l'utilisation d'effets spéciaux, mais c'est très bien fait, je trouve, en tout cas, pour l'époque. Voilà, donc un film qui se joue évidemment sur l'ambiguïté sexuelle, hein, évidemment, traité ici de manière intéressante. C'est donc justement une idée absolument géniale, moi, qui je trouve apporte vraiment une touche vraiment particulière à l'histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui est en fait Mrs. Hyde. Et puis, bien que aussi j'adore également une autre version de Terence Fisher qui est donc elle plus classique et qui raconte vraiment l'histoire du Dr. Jekyll et de son alter ego maléfique Mr. Hyde dans Les deux visages du Dr. Jekyll, dont je reparlerai ici parce que je considère qu'également, surtout pour son côté esthétique et même le scénario, bon, qui est plus classique, mais quand même qui donne une histoire quand même vraiment assez captivante. Et peut-être, moi, je crois que c'est la version de Dr. Jekyll Mr. Hyde que je préfère. Et puis, donc, comme je dis, donc, c'est traité d'un thème quand même assez atypique, hein, pour le studio, donc de faire du personnage de Dr. Jekyll une femme, quoi. Voilà, donc c'est pour moi un des meilleurs scénarios écrits par la Hammer. Alors le scénario est dû à Brian Clemens. Bon, je vous l'ai dit, hein, évidemment, c'est un génie. C'est quelqu'un qui vient de la télé, qui a fait des pépites, hein, notamment la plupart des scénarios donc de deux grandes séries de la télé, de Chapeau melon et bottes de cuir et donc Angoisse. Ça, c'était le titre français, pardon. Tout à l'heure, j'ai dit Thriller, titre français. Thriller, c'est le titre anglais. Donc, pour tout ça pour dire que, évidemment, c'est pour moi un petit chef-d'œuvre, ce Dr. Jekyll and Mr. Hyde, avec vraiment cette idée géniale d'assortir le conflit transgenre, vous voyez, dédoublement de la personnalité du Dr. Jekyll en quelque chose de féminin. Voilà, donc fusionner, je dirais, ce mythe avec aussi celui de Jack l'Éventreur, avec une atmosphère brumeuse dans Whitechapel, donc le quartier principalement, hein, où se déroulent, je dirais, les scènes principales de nuit de Londres. Pardon. Les scènes principales qui se déroulent pendant donc les scènes de nuit à Londres. Et tout ça, ça fonctionne intelligemment, merveilleusement bien, je dirais, avec des acteurs qui sont très bons. Avec, comme je l'ai dit, toujours une musique efficace, un doigt d'érotisme, hein, grâce à l'interprétation de Martin Beswick. Et voilà, et donc ça nous confère une mise en scène soignée également, et donc ça nous confère une véritable perle noire qu'il faut redécouvrir d'urgence ou découvrir pour ceux qui voudraient s'intéresser à ce célèbre studio. Voilà, et donc je vous invite tout de suite, pour le côté insolite, même si c'est très libre, comme je l'ai dit, du roman de Robert Stevenson, à découvrir ce petit chef-d'œuvre qui est Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Pour moi, l'un des plus grands films de la Hammer, l'un des meilleurs en tout cas. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous inciter vraiment à découvrir. Si vous ne le connaissez pas, il est sorti, je crois, en Blu-ray. Il y a une version Blu-ray qui existe, hein. Alors, je ne sais plus si elle est disponible. Mais regardez-le dans une méga qualité parce que, encore une fois, j'attire votre attention sur l'importance de voir ces films en excellente qualité d'image et de son, surtout d'image, puisque, comme je vous dis, il y a un travail avec une mise en scène soignée sur, je dirais, les décors, vraiment la photo. Voilà, donc il faut vraiment le voir dans les meilleures conditions possibles et pas en DVD RIP. Pas en DVD RIP, qu'est-ce que je dis moi ? Pardon, en DVD. Bon, ça peut arriver de voir un DVD RIP, mais vous aurez une qualité encore plus exécrable. Voilà, mais non, vraiment, essayez de trouver le Blu-ray. 4K, ça n'existe pas, je crois, de ce film. Et c'est bien dommage. D'ailleurs, tous les Blu-ray, tous les films de la Hammer devraient être en 4K. Franchement, ce serait vraiment un travail de remasterisation qui manque à ce studio. En tout cas, pour les grands classiques. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour la suite des grands classiques de la Hammer. Alors, juste une petite chose avant que je vous quitte. J'ai oublié complètement de supprimer, d'indiquer que juste un instant, que donc le numéro en question, ce n'est pas le bon. Je me suis trompé. Mais donc, nous sommes dans le 2. Voilà. Hop.
Nous sommes dans les classiques de la mer numéro 2. Je précise, j'avais laissé le numéro 1. Donc c'est bien le deuxième film dont je parle ici. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi encore une fois. Je vous retrouve très vite pour un nouveau classique de la Hammer que je traiterai ici même sur la chaîne Attention ça tourne. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, rejoignez-moi sur la chaîne avec donc des belles choses qui vous attendent en 2023. En tout cas, je l'espère. Je ferai au mieux pour varier les sujets et puis pour parler du cinéma, notre passion, évidemment. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour un nouveau cycle, nouveau sujet sur les grands classiques de la mer, avec un film qui, bien sûr, encore une fois, sera différent, parlera d'autres choses. Hier, on abordait les vampires, aujourd'hui, c'était le double maléfique, et la prochaine fois, ce sera autre chose. Merci à tous, bonne fin de soirée à tous, et à très vite. Bye bye.